Bien, je vous propose de commencer. Bienvenue à tous dans ce webinaire organisé par l'Observatoire du dialogue social de l'Aude, en partenariat avec la DETSPP de l'Aude, Direction départementale du travail, l'ARACT Occitanie, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail et le service de santé au travail de Narbonne. Merci pour tout ce travail de préparation. Alors, peut-être deux mots en introduction avant de lancer la première séquence. Donc, le thème de ce webinaire est comment progresser en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels. Donc, voilà, on va avoir une première séquence avec un binôme paritaire de l'ODDS, Jean-Louis Gardiès de la CFDT et Emmanuel Mouton de l'U2P, qui vont nous présenter d'une part qu'est-ce qu'un ODDS, sur quoi l'ODDS, l'Observatoire d'analyse d'appui au dialogue social et à la négociation de l'Aude, sur quoi cet observatoire a travaillé jusqu'ici, et pourquoi il propose ce webinaire sur l'évaluation et la prévention des risques professionnels. Première séquence. Deuxième séquence. Nous aurons des éléments sur le cadre réglementaire par rapport à l'évaluation et la prévention des risques professionnels, un cadre qui donne un peu la direction des actions qui sont menées dans les entreprises sur ce sujet. Et seront avec nous donc Valérie Alès et Olivier Deblonde de la direction départementale du travail. Et ensuite, on s'appuiera sur un témoignage d'une entreprise, l'entreprise Bourkels. Donc, Grégory Roure est avec nous, dirigeant de cette entreprise, qui va témoigner de la façon dont il a mis en place une démarche d'évaluation et de prévention des risques. Voilà, à titre pour voilà, avoir un retour sur une pratique d'entreprise qui, on le verra aussi, a participé à un jury de l'U2P. Donc, on y reviendra. Et pour finir, quelques repères à partager sur comment faire concrètement pour évaluer et prévenir les risques, notamment quand on est dans une petite entreprise. Et pour cela, donc, Philippe Roland, directeur du service de santé au travail, le CIST Narbonne, nous apportera des éléments. Donc, tout de suite, je passe la parole à Monsieur Gardiès de la CFDT pour nous expliquer qu'est-ce qu'un ODDS concrètement. Voilà, mais bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, ODDS, ce sont encore des mots, mais enfin des lettres plutôt, ça veut dire Observatoire de dialogue social. En fait, bon, c'est une instance qui a été mise en place en 2017, qui a fait l'objet aussi d'une inscription dans le Code du travail, à l'article L22.4-4, et qui dit que bon, cet observatoire favorise et encourage le développement le dialogue social et la négociation collective au sein des entreprises de moins de 50 salariés. C'est un peu l'objectif. Donc, ce qui fait que l'observatoire, ce qu'on appelle l'observatoire du dialogue social, analyse et appuie le dialogue social. Et pour ça, eh bien, il est constitué de manière paritaire. Paritaire, ça veut dire qu'effectivement, il regroupe à la fois des représentants des salariés et des employeurs, et avec la participation de l'État. Donc, chez les salariés, ben, vous avez les différents logos, hein, vous avez qui sont bien sûr présents dans l'observatoire, dans tous les observatoires en principe nationaux, mais qui sont déclinés par département. Donc, chez nous, ben, il y a la CFDT, la CFECGC, la CGT, la CFTC, FO et l'UNSA. Et côté employeur, la CPME, la FDSA, d'agricole, ensuite le MEDEF, l'UDES et l'U2P. Voilà, en fait, donc l'idée, c'est de faciliter le dialogue social dans les petites et moyennes entreprises. On passe à la diapo suivante. OK. Donc, l'idée, c'est de travailler ensemble sur un certain nombre de thèmes. Et donc, pour ça, on essaye de les regrouper un petit peu dans certaines spécificités. C'est-à-dire que, bon, on voit qu'au travers du Code du travail et du dialogue social en général, eh bien, il y a parfois certaines évolutions, hein. Vous savez que quand le Code du travail paraît en début d'année, généralement, il est obsolète puisqu'il y a des nouveaux textes qui apparaissent encore à nouveau.
Donc, ça veut dire qu'il y a des informations régulières qu'on va essayer de mettre en place sur de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires. C'est ce qu'on a fait notamment sur l'embauche, le contrat de travail, les congés pendant la maladie, là, qui a été un sujet un petit peu long à mettre en place, mais enfin, ça y est, maintenant c'est fait. On essaie aussi de faire ce qu'on appelle des fiches pratiques, hein. Pour quoi faire? Ben, pour négocier des accords, pour mettre en place du télétravail, pour faire ce qu'on appelle le partage de la valeur, puisque ça fait aussi partie des choses qui peuvent être faites dans toutes les entreprises. On essaye aussi d'organiser des ateliers pour, en particulier, outiller ce qu'on appelle les comités sociaux et économiques, qui regroupent bien sûr les employeurs et les élus dans les entreprises, pour leur mise en place, le fonctionnement, traiter bien sûr aussi toutes les questions qui sont liées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, bien sûr, avec cette organisation. Et là, justement, ben, on a travaillé aussi sur une sensibilisation sur la santé et la sécurité au travail. C'est l'objet de ce qu'on appelle l'évaluation et la prévention des risques professionnels. Donc, je laisse la parole à mon collègue et ami pour vous présenter la suite. Voilà, alors peut-être pour faire le lien, donc on vous a mis dans le fil de conversation le lien de la page de l'ODDS de l'Aude sur le site enfin, un espace ressources des ODDS de France. Donc vous y retrouverez toute l'actualité et notamment donc pourquoi et comment l'ODDS de l'Aude a travaillé sur ce thème. À vous, Emmanuel Mouton. Oui, merci Jean-Louis, merci Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, Emmanuel Mouton, je représente ici l'U2P, dont je suis le président sur le département de l'Aude. L'U2P, donc c'est les entreprises de proximité qui représentent les entreprises du bâtiment avec la CAPEB, des métiers de bouche avec la CGAD, les métiers de service avec la CNAMS et les professions libérales avec l'UDAPN. Je profite rapidement pour éventuellement les participants qui souhaitent nous contacter. N'hésitez pas par le biais de Catherine d'envoyer vos demandes et on pourra y répondre sans souci pour être au mieux avec vous. Donc, effectivement, dans nos travaux à l'ODDS, on a décidé de travailler sur les accidents du travail parce que il y a un constat qui est clair. Vous allez voir un peu plus loin sur les chiffres, mais les déclarations d'accidents du travail graves et mortels et les reconnaissances de maladies professionnelles sont en augmentation constante depuis 2019. Alors pour les entreprises, alors au-delà effectivement du coût humain qui est dramatique, mais pour les entreprises, il y a un coût matériel, financier, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et qui font que la, 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 la pérennité de l'entreprise peut être mise à mal sur tous ces thèmes qui peuvent être compliqués à gérer. Euh, et donc l'idée, c'était en fait d'amener les entreprises à identifier tous les risques qui peuvent lier à ces accidents, les recenser pour définir en fait après des actions et mettre en place et en fait d'activer la prévention dans les actions et de mettre en place notamment avec le document unique qui peut être un très bon outil pour déjà commencer à mettre une base sur des risques annoncés. Donc on est parti effectivement sur des chiffres qui sont de 2024, si ma mémoire est bonne, sur lesquels on s'aperçoit que, il y a une augmentation énorme des accidents avec des accidents graves. Donc, vous voyez, on a 2963 accidents du travail avec arrêt de travail, 326 graves et 8 mortels. Tout de même, voilà, c'est assez dramatique. Euh, et tout ça, en fait, de notre côté, sur les entreprises de proximité, on avait toujours tendance à dire, voilà, on travaille, nous, en bon sens, en bon père de famille, on discute avec nos salariés, mais un accident, ça reste un accident. Et en fait, effectivement, plus on prépare les choses et plus on met en avant les risques, plus on peut vraiment améliorer ces stats qui sont vraiment mauvais. Alors, il y a eu des secteurs d'activité qui sont un peu plus représentés, ou en tout cas sur lesquels il y a un petit peu plus d'accidents. C'est l'agriculture, la sylviculture et la pêche, les arts et les spectacles, la construction beaucoup, les activités de service et les transports et l'entreposage. Plus de la moitié liée à des manutentions manuelles et près d'un quart à des chutes. Euh,
on a sorti un chiffre aussi intéressant, 2662 837 journées perdues pour un accident du travail. Ça équivaut à une entreprise de plus de 1000 salariés, à un arrêt sur toute l'année. Donc, c'est énorme. On retrouve aussi dans tous ces accidents 195 maladies professionnelles avec arrêt reconnu et 90% liés à des TMS. Et ça nous touche beaucoup dans nos petites entreprises. Les TMS, et c'est effectivement, voilà, on a tous mal partout, tout le temps. L'augmentation, 6% d'augmentation entre 2021 et 2024, avec des secteurs d'activité représentés, autres que la construction qui est souvent liée, mais on a quand même beaucoup de services. On a ciblé ensuite des enjeux. Les enjeux, alors, d'une part pour les employeurs et d'autre part pour les salariés. Parce que là-dessus, on est d'accord sur notre commission, on est vraiment en adéquation, que ce soit salarié ou entreprise. On pense la même chose, comme je disais tout à l'heure, au-delà de l'enjeu humain qui est dramatique. Ben, pour les employeurs, on a déjà des obligations légales. C'est d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de nos salariés. Alors, il y a pas que ça. On doit aussi permettre à l'amélioration de la performance de l'entreprise. Évidemment, si nos salariés sont au top tout le temps, ben, l'entreprise est au top et évolue énormément. Son fonctionnement en considérant la maîtrise des risques avérés, en pointant l'apparition des risques potentiels. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on commence à faire de la prévention, ben, on a un peu plus de chances de ne pas avoir d'accident du travail. Donc pour les employeurs, toujours, l'engagement et les savoir-faire des salariés favorisent un dialogue social de qualité. Et ne pas hésiter à discuter en permanence, tout le temps, quoi qu'il soit. Voilà, aujourd'hui, on a les fortes chaleurs, ben, on adapte les horaires de travail, etc. Donc voilà, en fait, on reste sur du bon sens. Les enjeux pour les salariés, alors effectivement, ils ont aussi des prérogatives. Ben, les salariés doivent respecter les règles de sécurité, éviter la dégradation et de sa santé pour un travail en sécurité. Ils peuvent pas se permettre qu'ils mettent eux aussi leur santé en difficulté. Euh, et aussi, c'est contribuer à l'amélioration des conditions de travail en permettant de développer les compétences. À la fois, s'ils développent leurs compétences, ben, on développe aussi les compétences de l'entreprise. Merci beaucoup pour Voilà. ces éléments. Je suis Merci. désolé, j'ai parlé peut-être un petit peu vite Bon, mais et je c'est sais que Catherine gère le temps et voilà, il y avait la Alors, pression. en complément, on vous met dans le fil de conversation le lien du document qui reprend toutes ces données, puisque c'est vrai que ce travail d'analyse des données sur le territoire, ça a permis aussi voilà, de mieux appréhender ce sujet-là, dans quel secteur, sur quelle population les plus touchées. Et on voit bien que voilà, le document unique, l'évaluation des risques, c'est quelque chose qui se discute dans l'entreprise et c'est aussi une boussole pour agir. Alors, on va, avant de rentrer plus précisément dans ce que le cadre réglementaire qui est fixé par le législateur et qui donne aussi des repères pour l'action. Un petit sondage, on va vous poser une question. Existe-t-il, alors première question, et voilà, dans votre structure, dans votre organisation, existe-t-il un document unique d'évaluation des risques? À vous pour chacun peut répondre à cette question, parce que c'est vrai qu'on a souvent eu des échanges, vous avez échangé au sein de l'ODDS sur, voilà, le document unique n'existe pas forcément partout dans les entreprises. On va voir que voilà, c'est quand même un document à la base de toute la politique, les actions de prévention qui peuvent être mises en œuvre. Existe-t-il dans votre structure? Alors, on peut avoir le résultat. Alors, bon, 90% des personnes présentes indiquent qu'il existe un document unique d'évaluation des risques. Alors, dans nos échanges, il y avait aussi, est-ce qu'il est mis à jour? Hein, ça, on aurait pu aussi se poser la question parce que des fois, c'est un document qui n'est pas mis à jour. Et on va le voir, c'est quand même très important. Deuxième question, les salariés et leurs représentants. Les représentants du personnel, quand ils existent, ont-ils participé à la mise en place de ce document unique? Voilà, les élus, les représentants, les salariés,
ont-ils contribué à réaliser, à élaborer ce document unique, oui ou non? Même si on vient d'entendre qu'en effet, en regardant de plus près les enjeux, à la fois pour les employeurs et pour les salariés, euh, on voit bien que c'est un outil de dialogue. Alors, que dit ce sondage? Sinon, voilà, on va mettre les résultats. Donc, oui, dans 82% des cas, alors bon, c'est symbolique, on n'est pas sur de la statistique exacte, mais ça donne quand même quelques repères. Et voilà, on voit bien que bah, il existe dans 90% des cas, dans 80%, il a été fait avec les salariés, leurs représentants. Donc, voilà, concrètement, on va peut-être aller un petit peu plus loin justement pour se dire quelle utilité en fait? Pourquoi le construire de façon participative ou avec les représentants du personnel? Et donc du coup, je vais passer la parole à Valérie Alès, Olivier Deblonde de la DETS PP de l'Aude pour nous donner quelques repères sur ce que souhaite le législateur à travers l'évaluation et la prévention des risques. À vous. D'accord, bonjour. Donc, je suis Valérie Alès. Je suis responsable du service de renseignement à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, autrement acronyme DETSPP. Donc, notre service qui est implanté au sein du service de l'inspection du travail intervient pour enseigner des usagers sur la réglementation du travail en général, mais notamment sur le respect des règles relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs qui sont prévues aux articles L 4121-1 et suivants du Code du travail, qui sont donc aujourd'hui évoqués. Le service apporte des renseignements en grande partie à des salariés, mais dans une moindre mesure également à des employeurs. De manière générale, nous rappelons que les employeurs doivent prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé tant physique que mentale des travailleurs. Mais pas que. De notre côté, les salariés, de leur côté, doivent se conformer aux instructions qui leur sont données dans le cadre de leur travail, notamment dans le DURP ou le règlement intérieur. La confidentialité des échanges que nous avons avec l'usager lors de nos permanences nous permet quelquefois de relever la description de certaines situations qui peuvent représenter un danger pour les salariés ou les travailleurs. À ce moment-là, nous pouvons donner l'information à l'inspection du travail qui pourra, si elle le juge nécessaire, diligenter un contrôle pour, sans que la confidentialité de l'entretien avec l'usager soit levée. Donc, je vais laisser la parole à Olivier Deblonde, qui est responsable de l'unité de contrôle, pour préciser la mise en œuvre plus précise de ces mesures. Merci Valérie. Bonjour à toutes et à tous, Olivier Deblonde. Donc je suis le responsable du service de l'inspection du travail et du dialogue social. Comme le précisait ma collègue, qui est scindée en deux parties, c'était important de vous présenter l'action également du service des renseignements en droit du travail, qui a vocation à donner toutes les informations en matière d'application de la législation du travail aux usagers, quels qu'ils soient. C'est vrai comme Valérie l'a précisé, on renseigne beaucoup les salariés, mais c'est tout aussi intéressant de pouvoir renseigner les employeurs, les représentants du personnel. Et donc, l'autre service du système d'inspection du travail départemental est l'unité de contrôle de l'inspection du travail, donc qui intervient sur les lieux de travail pour vérifier le bon respect de l'application de la législation du travail dans les entreprises. Et ce qui est important de souligner, ce que je souhaitais marquer, c'était qu'on était quand même dans le département de l'Aude, sur un tissu économique d'entreprises en majorité composé d'un effectif réduit de salariés. Donc, dans le cadre du contrôle de ces établissements, de ces TPE, PME, c'est important aussi pour les agents de contrôle de l'inspection du travail d'être en capacité de conseiller, d'informer les employeurs. On a bien conscience collectivement de la complexité de la législation du travail. Et voilà, plus l'entreprise est plus petite, moins elle a des moyens alloués en matière de ressources humaines et en particulier de s'assurer la bonne application de la législation du travail. Comme vous l'avez précisé, Monsieur Mouton, effectivement, la situation en termes d'indicateurs de sinistralité
et de reconnaissance de maladies professionnelles est dégradé dans le département. Ce n'est pas une spécificité audoise. On peut reconnaître la même situation dans les mêmes départements de l'Occitanie et de manière générale sur le territoire français. C'est pour ça que nos priorités par le ministère du Travail sur les années 2026-2029 comportent 3 objectifs prioritaires. En premier lieu, la prévention des accidents du travail graves et mortels, la protection des travailleurs les plus vulnérables, parce que ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a certaines catégories de travailleurs, par exemple les salariés qui prennent leur poste, plus l'ancienneté dans l'entreprise est réduite, plus le risque d'accident est important. On a connaissance de statistiques qui font état de populations de travailleurs plus vulnérables. Donc pour nous, c'est un vrai axe de travail. Il faut que les entreprises soient en capacité aussi d'identifier ces populations vulnérables, a fortiori quand elles occupent des postes à risque. Et la 3e priorité, c'est la promotion du dialogue social. Donc aujourd'hui, c'est une bonne illustration du rôle fondamental que peut jouer le dialogue social, en particulier dans l'amélioration des conditions de travail et dans l'objectif de protéger la santé et d'assurer la sécurité physique et mentale des travailleurs. Je dis travailleurs, c'est tout statut confondu. Il y a les salariés, il y a les stagiaires, et dans notre état d'esprit, c'est aussi les employeurs. Je crois qu'on est collectif. Vous êtes tous confrontés collectivement au même risque en situation de travail, à la même dangerosité des situations. Et d'ailleurs, le cadre réglementaire précise bien la notion de travailleur, quels que soient les statuts. Comme Valérie l'a précisé, c'est vrai, et Monsieur Mouton également, le document unique d'évaluation des risques est vraiment la démarche incontournable de prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Alors, au-delà de son existence, c'est quand même, de mon point de vue, la qualité de la démarche d'évaluation des risques qui va primer en termes de diagnostic et qui va orienter la nature des mesures de prévention les plus appropriées par rapport à l'évaluation de tel ou tel risque. Donc, c'est une démarche quand même qui me paraît complexe, ne serait-ce que pour identifier l'ensemble des risques. Vous le disiez, Monsieur Mouton, il y a le risque chaleur, mais de manière générale, on peut avoir des intempéries météorologiques toute l'année finalement, et ça oblige les entreprises à faire preuve de réactivité un petit peu du jour au lendemain pour anticiper ces aléas climatiques qui deviennent de plus en plus importants, extrêmes. Et voilà, ça oblige, de mon point de vue, les entreprises à faire preuve de plus d'anticipation, de réactivité. En termes de méthodologie, ce qui est important également, c'est bien sûr d'appréhender la réalité des situations de travail par rapport au travail prescrit. Je dirais également la communication est essentielle. Bon, c'est du bon sens, mais c'est quand même important d'associer l'ensemble des parties prenantes à la notion de risque sur le lieu de travail et d'être en capacité pour l'entreprise, au final, d'identifier les mesures de prévention les plus appropriées. Et puis peut-être autre indicateur sur la méthodologie d'élaboration du document unique, c'est de renvoyer en fait à des personnes ressources. Et nous, on s'efforce aussi à l'inspection du travail de renvoyer autant que faire se peut. Je pense par exemple à l'OPP-BTP dans le secteur du bâtiment, à la CARSAT, à la MSA, bien sûr au service de prévention et de santé au travail. C'est important que tous les acteurs externes puissent concourir aux mêmes objectifs de préserver la santé et la sécurité sur les lieux de travail. Et pour en venir au cadre réglementaire, voilà, il y a l'ensemble des principes généraux de prévention qui vont déterminer la priorité en termes de prévention des risques. Voilà, donc le principe, quand c'est possible, c'est bien sûr d'éviter les risques. Et voilà, le Code du travail énonce les 9 principes généraux de prévention qui vont permettre de fonder l'appréciation sur chacun des risques et de mettre en place un plan de prévention adapté à chacun de ces risques. Et puis peut-être terminer pour vous dire que la performance économique d'une entreprise va de pair, de mon point de vue, et je pense qu'il est partagé avec un haut niveau de sécurité. Ça
voilà, ça permet de fidéliser les emplois, de préserver la sécurité et la santé des personnes qui travaillent sur les lieux de travail. Et voilà, c'est un objectif qui doit être partagé entre les employeurs, les salariés et l'ensemble des parties prenantes pour voilà, préserver la santé et la sécurité sur les lieux de travail. Et que malheureusement, les accidents du travail graves et mortels qui surviennent ne sont pas une fatalité. Et c'est au final voilà, la qualité de la démarche de prévention des risques dans une entreprise qui fera la différence par rapport à la survenance de ces accidents ou pas. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Alors, pour l'instant, pas de questions dans le fil de conversation, mais voilà, on aura une séquence après les dernières interventions où vous pourrez, n'hésitez pas d'ailleurs, merci Monsieur Deblonde de le Merci de votre. rappeler, n'hésitez pas à poster vos questions au fur et à mesure et on aura un temps spécial pour ça. Du coup, les enjeux restent prégnants par rapport voilà, à la prévention des risques, notamment les accidents graves et mortels. On a vu, les chiffres sont encore trop importants. Et puis, on a une boussole alors, qui date qui n'est pas, qui est assez ancienne, hein, puisque me semble-t-il, ça date de 1991, c'est 9 principes généraux de prévention. Et quelque part, ils sont toujours tout à fait d'actualité, puisqu'il donne en fait une logique à l'action. Mais on y reviendra un petit peu plus précisément avec Philippe Roland tout à l'heure. Avant ça, je vous propose d'aller voir concrètement comment ça peut se passer dans une entreprise. On va entendre Grégory Roure, qui est le dirigeant de l'entreprise Bourkel. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce webinaire. Voilà, l'idée, c'est de voir comment les choses se concrétisent dans une entreprise et puis globalement, quel sens, quelle utilité ça a de travailler sur ce sujet-là dans l'entreprise. Alors, peut-être avant de commencer, est-ce que, Monsieur Roux, vous pouvez vous présenter, présenter votre entreprise assez rapidement? Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présent sur ce webinaire qui est très important pour nous parce que la sécurité est au cœur des engagements et de la sensibilité des entrepreneurs. Moi, donc Bourkel, c'est une entreprise qui existe depuis 1985, que j'ai racheté donc en 2017. Il y avait 2 collaborateurs, maintenant nous sommes une dizaine. Bourkel, c'est une entreprise de travaux publics. On travaille pour les particuliers, mais pas que. On travaille aussi pour les concessionnaires, donc notamment Enedis et GRDF. On fait aussi pour eux donc des travaux d'urgence, donc des astreintes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je peux vous dire qu'en ce moment, les astreintes sont un peu compliquées avec la chaleur et surtout les problématiques sur le réseau. Alors, quand on a préparé ce webinaire, Monsieur Mouton de l'U2P nous a tout de suite parlé de votre entreprise. Alors, pourquoi l'évaluation, la prévention des risques, c'est un sujet important pour vous? Alors, moi, j'ai plutôt un cursus sécurité. J'ai travaillé dans des groupes du BTP où j'étais correspondant sécurité et j'étais directeur sécurité. Donc, effectivement, j'avais cette appétence-là. Mais je suis convaincu que le management de la sécurité commence par le dirigeant. C'est lui qui donne, voilà, c'est lui qui donne le là. Et je pense que le document unique est à l'image du chef d'entreprise. Ça doit être un véritable outil de prévention. Ça doit pas être une contrainte. Ça doit être un outil pour nous aider dans la démarche de prévention. Alors, au-delà de l'aspect juridique, le document unique doit nous questionner sur les risques existants, c'est-à-dire ceux que nous avons déjà en entreprise, mais aussi les risques potentiels. C'est-à-dire que souvent, on a une activité, on change d'activité. C'est comme ça la vie d'un truc, c'est que on va avoir un changement, on va se mettre sur un autre métier. Et bien voilà, on se questionne sur savoir comment on se pose, les méthodes, le matériel, les procédures, les achats, tous les engins. Donc c'est pour moi, en tout cas, moi je l'utilise comme ça, comme un véritable outil de questionnement et de me dire voilà, comment je vais mieux gérer, comment je vais avoir un regard extérieur sur la sécurité. Donc, le document unique, certains ont du mal à le mettre en œuvre. Je peux vous dire que ce n'est pas du tout difficile à mettre en œuvre, bien au contraire, parce qu'en plus, il existe des outils qui sont proposés par la CIST, par l'OPBTP. C'est des outils très simples, très faciles à accéder. Et en plus, on a cette chance, nous, d'être en plus accompagnés. C'est-à-dire que si on appelle la CIST ou l'OPBTP, on a des personnes qui viennent, qui nous aident à le mettre en œuvre, mais aussi qui nous aident à le faire vivre. Donc, en fait,
tout corrole pour qu'en fait la prévention soit vraiment au cœur de notre entreprise. Alors, on a vu tout à l'heure que l'évaluation, la prévention des risques, c'était un objet du dialogue social dans l'entreprise. Et donc, voilà, une majorité des participants nous indique que ces démarches-là sont menées plutôt avec les salariés, leurs représentants. Comment ça s'est passé, ça se passe même concrètement dans votre entreprise? Je, je suis convaincu, moi, donc j'en parlerai plus tard, mais les salariés sont au cœur de la machine. En fait, la beauté de l'entreprise, ce n'est pas les locaux, ce n'est pas les engins, c'est réellement c'est les salariés. Et je peux vous assurer que tous les salariés de n'importe quelle activité ou domaine, je peux vous dire qu'ils sont tous engagés sur leur propre sécurité. Donc, si on leur pose des questions, comment on peut faire pour améliorer leur sécurité, je peux vous dire qu'ils sont totalement engagés. Donc, dès que vous abordez un sujet comme ça, c'est quelque chose qui les intéresse. Et moi, ils ont été plus demandeurs. Donc, ils m'ont dit, parce qu'effectivement, on a le terrassement et le TP, c'est une activité qui ne sera jamais attaquée par l'intelligence artificielle. Donc, il va toujours falloir creuser, remblayer. Donc, ils avaient besoin d'avoir quelqu'un qui puisse avoir un regard extérieur sur leur activité. Et là, on a eu la chance, on a eu l'OPPITP qui nous a fait une formation adapte. En fait, ils viennent pendant plusieurs mois, ils viennent vérifier comment on travaille. Et là, il faut avoir cette franchise et cette transparence de travailler normalement. Et là, donc, ils font des reportages, ils font des photos. Et là, au bout de quelques semaines, ils nous remettent un cahier des charges. Et voilà, vous travaillez telle et telle façon. Et en fait, ça fait questionner, alors chef d'entreprise, certes, mais ça fait questionner aussi les collaborateurs. Donc, quand vous me demandez est-ce que les collaborateurs sont impliqués, je peux vous dire que dans le compte rendu, ils étaient fortement impliqués. Parce que j'ai eu, alors, il a fallu que j'achète du matériel, certes, mais en fait, je les ai intégrés donc, dans ma vision, mais je les ai intégrés dans cette démarche-là. Et je peux vous dire que des fois, c'est pas évident, mais il faut parler avec eux. Ce vrai dialogue social, la sécurité en fait partie. Et ils ont besoin de ça. Je pense qu'ils ont besoin qu'on parle, qu'on ait ce temps de pause et qu'on parle aussi de leur sécurité, quoi. Donc, comme l'expliquait Monsieur Deblonde tout à l'heure, c'est on s'appuie sur la prise en compte du travail réel, de l'activité, et donc pour ça, ben, faire participer les salariés pour qu'ils puissent en parler. C'est donc des temps d'échange, de retour d'expérience, c'est ça que vous mettez en place régulièrement, et de vous appuyer sur des ressources externes qui peuvent voilà, vous aider à vous donner de la méthode, des outils par rapport à la démarche. Alors, j'ai cru comprendre aussi que votre document unique et l'évaluation des risques dans votre entreprise s'inscrivait dans une démarche plus large. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Moi, je ne dis pas que j'ai la solution, mais je pense que les ressources humaines sont devenues les richesses humaines. Et quand on voit nos collaborateurs, je crois qu'ils ont tous ils ont des besoins. On ne va pas revenir sur la pyramide de Maslow, mais ils ont des besoins et ce n'est pas que financier. Ils ont des besoins donc matériels, ils ont des besoins en sécurité, ils ont aussi des besoins sur leur vision, sur leur charge de travail. Et quand on les questionne, eh bien, ils se disaient, voilà, moi j'ai besoin d'avoir cette vision-là, j'ai besoin que je comprenne ce que je vais faire dans une semaine, dans un mois, quelle est la vision du chef d'entreprise. Donc, en parlant avec eux, ben, il s'est avéré que on s'est dit, ben, on va créer un ERP, un véritable, donc un outil qui va pouvoir leur donner cette vision à long terme de leur charge de travail, donc équipe par équipe, leur donner une vision de l'état de leur matériel, s'il est en bonne santé ou pas, s'il a été contrôlé ou pas, un bon état de tout ce qui est les documents de chantier, de façon à ce qu'ils puissent mieux appréhender leur chantier de demain, d'après-demain. Et en fait, ça contribue à la diminution de la charge mentale. Donc en fait, les collaborateurs se sont vraiment mis dans ce bain-là. Ils ont été, alors même ils sont plus que demandeurs, parce que les m'ont demandé en plus de rajouter sur le RP un outil de plan d'action global. Enfin, ils ont vraiment intégré ça. Mais en plus de ça, nous, on a quand même intégré d'autres moments. Donc, on a des moments conviviaux avant les vacances d'été, les vacances d'hiver. Enfin, moi, je peux vous dire qu'en échangeant avec les membres de l'IDP ou lors des visites que j'ai pu avoir avec eux, on s'aperçoit que la vraie clé de voûte, c'est le dialogue social. Et je m'aperçois qu'en fait, quand vraiment on communique avec nos gars, eh bien, c'est pas, on est vraiment surpris de toutes les idées qui peuvent nous remonter. Et donc, ERP, vous pouvez nous préciser? En ERP, c'est un logiciel donc, de gestion et de management du portefeuille. Donc, vous gérez tous vos chantiers, vous gérez votre planning, vous gérez les engins, les ressources humaines. En fait, tout ce qui est
pas commercial est géré dans ce logiciel-là et on se les crée nous. Ça fait 8 ans que j'ai quelqu'un qui développe cet outil-là et on l'aménage régulièrement suivant les attentes et les besoins des collaborateurs. Donc, du coup, ce que vous évoquez, c'est une démarche d'évaluation et de prévention qui est au long cours, qui est complètement intégrée au fonctionnement de l'entreprise et qui ne se fait pas uniquement le jeudi de 5 à 6, mais sur, sur l'ensemble de l'activité et puis dans la vie et dans le fonctionnement au quotidien de l'entreprise. Donc, c'est une vraie démarche de progrès continu, en fait, dont vous nous parlez. Et donc, du coup, vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez évoqué voilà, les enjeux au départ à mettre, à travailler sur ces sujets-là de cette façon-là. Euh, Quels sont les avantages que vous avez constatés après la mise en place d'une telle démarche concrètement sur le fonctionnement, sur la prévention des risques, en matière d'indicateurs, qu'est-ce que vous avez constaté? Je pense que c'est M. Deblonde il a vraiment dit, c'est très vrai ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand vous vous engagez à écouter vos collaborateurs, je vais prendre l'exemple, c'est ce qui m'a valu, moi, d'être peut-être mis en avant parce que je faisais, moi, de la QVT où je prenais, sans le savoir, hein, et donc, quand j'ai écouté mes gars, quand j'ai pris en considération ce qu'ils attendaient, donc de leurs locaux, de leur vision, ils ont décidé d'avoir des horaires aménagés, quand vous prenez tout ça en considération, en fait, vous retrouvez une véritable reconnaissance et surtout des résultats impressionnants. C'est-à-dire que vous avez votre taux de fréquence et taux de gravité, ceux qui connaissent, qui est vraiment très bas, voire même, moi je touche du bois, mais je n'ai pas d'accident. Et ça, c'est vraiment pour moi, c'est un soulagement. Pas d'arrêt maladie. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y en a qui viennent des fois avec un état grippal, ils pourraient, ben non, ils viennent travailler. On n'a pas de turnover. Ça aussi, je peux vous dire qu'en tant que chef d'entreprise, de ne pas avoir de turnover, c'est quand même à noter. Et puis, on a créé ce développement de l'appartenance. C'est-à-dire que nos collaborateurs sont devenus nos meilleurs commerciaux. Parce qu'ils se disent, on travaille dans une entreprise qui nous écoute, qui met en place, alors peut-être pas tout, hein, quand même, on va pas, mais qui met en place des moyens et des outils et des procédures et des horaires aménagés pour nous aider, pour nous accompagner et pour qu'on travaille, qu'on vienne gagner notre vie au travail, mais qu'on ne vienne pas la perdre. Et ça, c'est toute la clé qui fait que les collaborateurs voilà, se sentent plus épanouis. Ah, vous avez coupé le micro, Catherine. Catherine, on ne vous entend pas. Oui, voilà, Catherine. ça va mieux comme ça, merci. Ouais. Donc voilà, tout ce que vous avez, les actions que vous avez menées, la dynamique mise en place dans votre entreprise, on a cru comprendre que ça vous avait permis de gagner un prix. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors là, je pourrais que remercier le président, mon cher Emmanuel Bouteau, qui est venu visiter mon entreprise, hein. Ils font des visites régulières des petites entreprises. Et lors d'une visite, il m'a dit, mais en fait, c'est bien ce que tu fais de la QVT, en fait, comme Monsieur Jourdain qui faisait la prose sans le savoir, et je faisais la QVT sans le savoir. Donc, c'est lui qui m'a dit, qui m'a conseillé ben, de postuler, parce qu'il m'a dit, c'est vraiment ce que tu sais bien. Donc, toutes les actions que tu as menées, ce serait bien que tu les mettes en œuvre. Et moi, je n'ai pas du tout, je ne savais pas tout ça. Donc, c'est lui qui m'a conseillé. Ben, l'UDP m'a accompagné sur le montage de ce dossier-là. Et ça a permis de candidater donc, au premier trophée qualité de vie au travail donc, sur la région Occitanie, le trophée Calivi. Hein, on parle du trophée Calivi qui est porté par la CPRIA, donc cette commission paritaire donc, interprofessionnelle des artisanats. C'est vraiment cette relation-là et ce dialogue, ils mettent tout en œuvre pour mettre en avant ces entreprises-là qui mettent ces actions. Donc, on a eu le trophée régional. Et puis, on s'est dit, ben voilà, du fait qu'on a eu le premier prix régional, on a été de fait donc, candidaté sur Paris, donc au niveau national, et on a eu le premier prix aussi interrégional. Alors, c'est très bien pour l'entreprise, certes, mais c'est aussi très bien pour le métier, parce que la qualité de vie au travail, je ne dis pas que c'est plus facile, mais quand vous avez vos collaborateurs qui sont sur site, un coiffeur, un boucher, un commerçant, c'est plus facile de mettre des actions d'aide et d'accompagnement à la qualité de vie au travail que quand moi, mes collaborateurs, ils partent à 7h30 le matin et qu'ils rentrent à 14h ou 15h. Donc, ça a été une première donc, pour les TP, une première pour l'Aude. Donc, Cocorico, on est tous contents.
Donc, merci beaucoup pour votre témoignage où on voit bien qu'il y a vraiment une articulation hein, entre la qualité de vie, des conditions de travail des salariés, la performance de l'organisation. Enfin, vous l'avez parfaitement illustré. Alors, ma collègue Anne vous a mis dans le fil de conversation les liens du trophée Calivi et puis un petit clin d'œil aussi sur le fait que nous sommes en fin de semaine pour la qualité de vie et des conditions de travail organisées par l'ANACT et les ARAC. Donc, voilà, on est tout à fait dans le thème. Je, je Merci. conseille, je vous coupe, mais je conseille tout le monde de candidater parce que au-delà du prix, qui est une reconnaissance incroyable, on a aussi donc une reconnaissance financière et cet argent-là et l'argent qui nous est donné donc pour ces trophées sont obligatoirement octroyés pour des actions pour les collaborateurs. Donc en fait, les collaborateurs ils gagnent. Donc moi, je peux vous enjoindre à tous les entrepreneurs qui sont là, qui nous écoutent, de candidater parce que c'est une véritable belle expérience. Un grand merci, Monsieur Roure, pour votre témoignage, alors qui nous a alimenté en complément des interventions précédentes sur voilà, un certain nombre de repères, justement, sur pourquoi et comment faire. Et maintenant, je vais passer la parole à Philippe Roland, qui est le directeur du CIST Narbonne, du service de prévention et de santé de Narbonne, pour retracer un peu voilà, toutes les repères qu'on peut voilà, avoir en tête pour pouvoir agir efficacement en matière d'évaluation et de prévention des risques. Merci Catherine, bonjour à toutes et à tous. En préambule, je vous confirme que nous sommes en possession de 91% des DU de nos adhérents sur le territoire de notre ressort. Donc la réponse tout à l'heure est très plausible. Et par ailleurs, pour accompagner le mieux possible le BTP, on travaille de concert avec l'OPP BTP et on se partage les accompagnements, l'OPP BTP se réservant les entreprises de plus grande taille ou celles qui ont une technicité qui nécessite leur expertise. Alors, on a entendu des chiffres préoccupants, on a réentendu le cadre réglementaire et le témoignage très concret de l'entreprise Bourkels de M. Roure, dont vous imaginez bien que j'ai le plaisir de vous dire que c'est un adhérent du CIST de Narbonne. Je voudrais maintenant répondre finalement à une question simple que beaucoup d'employeurs se posent. Concrètement, on fait comment pour progresser? Et si vous ne retenez qu'une seule idée aujourd'hui, retenez celle-ci. Le document unique, ça n'est pas une fin en soi. On l'a entendu, ce n'est pas un tableau destiné à rassurer l'administration. C'est un outil qui permet d'organiser la prévention dans l'entreprise. Il permet de mieux connaître ses risques pour mieux protéger ses salariés et améliorer même le fonctionnement de l'entreprise. Et lorsqu'il est utilisé dans cet esprit, il devient un véritable outil de pilotage de la prévention et donc de la performance. Je vais vous donner 4 lignes de repères. Le premier repère, c'est de partir du travail réel. La prévention commence toujours par une observation simple de ce qui se passe réellement dans l'entreprise. C'est pour ça d'ailleurs que le faire avec les salariés apporte beaucoup de choses, on va y revenir. Quels sont les gestes réalisés, les difficultés rencontrées et les risques auxquels les salariés sont exposés? C'est tout le sens des 4 verbes qui sont affichés dans la diapositive: identifier, recenser, analyser et définir les actions de prévention adaptées. Mais pour y parvenir, il est indispensable d'associer les salariés parce qu'ils connaissent le travail réel, ils savent souvent où se trouvent les difficultés, ils savent aussi quels contournements ils mettent en place, ils connaissent les gestes de routine, et la routine peut devenir dangereuse, et ils savent aussi les situations qui génèrent de la fatigue. Et l'expérience montre que les meilleures démarches de prévention sont celles qui se construisent avec les salariés et non à leur place. La prévention, alors c'est certes une affaire de spécialistes, nous on en est, quand les risques sont techniques, mais c'est avant tout donc une affaire collective et une affaire de regard croisé. Et ça, c'est le plus important. Faire croiser le regard des experts avec le regard du chef d'entreprise et de ses salariés. Une deuxième erreur fréquente, et c'est mon deuxième repère, le deuxième repère, c'est qu'il faut accepter de prioriser les choses. Et un chef d'entreprise, c'est un professionnel de la décision, et donc il faut l'encourager à ne pas hésiter à prioriser. Une erreur fréquente, en effet, consiste à vouloir traiter tous les risques en même temps. Or, dans la réalité, aucune entreprise ne peut tout faire immédiatement, et c'est même une caractéristique humaine de ne pas pouvoir tout faire du premier coup. Il faut donc réussir à hiérarchiser,
Quels sont les risques les plus fréquents? Quels sont les risques les plus graves? Quelles sont les actions qui peuvent être mises en œuvre rapidement? Et quels éventuels investissements, parce que ce n'est pas toujours une question d'investissement, nécessite davantage de préparation. Et mieux vaut engager quelques actions concrètes qui produisent des résultats visibles, vraiment, qu'établir une liste interminable de mesures qui ne seront jamais mises en œuvre. Le document unique, ce n'est pas un inventaire, c'est un plan d'action. Et vous allez voir, plus on va se rapprocher, puisque c'est quand même l'essentiel de ce que la Direction générale du travail nous pilote à faire, plus on va avancer et plus on parlera du plan d'action et moins on parlera du DU. Le troisième repère que je veux vous donner, c'est d'utiliser les outils qui existent. La bonne nouvelle, c'est que les entreprises, elles ne partent pas de zéro aujourd'hui. Des outils existent pour faciliter la démarche. Au CIS de Narbonne, par exemple, on a développé l'utilisation de l'outil NOAA parce qu'il est complètement interfacé avec l'espace de l'adhérent et de ses données chez nous. Et notamment le diagnostic qui est fait par nos professionnels. Vous savez que les textes appellent la fiche d'entreprise. C'est moche, mais c'est comme ça. Et plus d'une entreprise adhérente sur deux, aujourd'hui, sur le territoire que l'on couvre, utilise cet outil. Et je parle essentiellement de TPE et de PME, bien entendu. Cela montre que la prévention, elle n'est pas réservée aux grandes entreprises disposant d'un service spécialisé. On sait que les grandes entreprises sont très, très accompagnées. L'intérêt d'un outil comme celui que nous proposons ou d'autres, comme celui de M. Roure, ce n'est pas l'outil lui-même. L'intérêt, c'est qu'il aide l'entreprise à structurer sa réflexion, à suivre ses actions dans le temps et à faire vivre sa démarche qui est inscrite dans son document unique. Parce que le plus difficile, finalement, ce n'est pas de réaliser un DU une fois, c'est de le faire vivre dans la durée et qu'il serve à quelque chose. C'est pour ça que les outils sont indispensables. Le quatrième repère, c'est l'avant-dernier, c'est l'idée de passer du monde des idées au monde des comportements. C'est probablement le plus important et c'est le plus difficile dans la tête d'un être humain. On connaît tous des entreprises qui ont de très très bonnes intentions, des procédures, des consignes, des plans d'action existent, mais parfois les pratiques du quotidien ne changent pas vraiment. Or, la prévention devient efficace quand elle se traduit par des comportements concrets et aussi des réflexes au quotidien. C'est la raison pour laquelle, au CIST, on a inventé les relais de prévention dans les entreprises. Ces relais ont été repris dans la France entière. On peut en être très fier à Narbonne. Et peut-être que les Narbonnais qui ne savent pas que les relais de prévention de Narbonne sont sur tout le territoire national, mais ça, ce n'est pas bien grave. L'idée, elle est très simple. Identifier dans l'entreprise une ou deux personnes volontaires capables de faire vivre la prévention au quotidien, des personnes qui deviennent des points d'appui pour leurs patrons, leurs collègues et pour le service de prévention et de santé au travail. Bien entendu, dans les TPE, on forme très très souvent le chef d'entreprise lui-même. Et j'aime souvent résumer leur rôle de la manière suivante. Le relais de prévention permet de passer du monde des idées au monde des comportements. Et c'est souvent là que se joue la réussite d'une démarche de prévention. Et enfin, le dernier repère que je veux vous passer, c'est que les entreprises ne sont pas seules. La preuve, regardez-nous dans ce webinaire, on est tous là à pouvoir accompagner les entreprises d'une manière ou d'une autre, et puis certains d'entre nous sur le terrain de façon très très concrète. Je crois qu'il est important de rappeler que l'accompagnement à l'évaluation des risques professionnels fait partie de l'offre socle des services de prévention et de santé au travail. On ne s'appelle plus des médecines du travail depuis 2004, et c'est vraiment dans l'intention du législateur et des partenaires sociaux de nous avoir appelés des services de prévention et de santé au travail, rappeler qu'on est là pour accompagner sur la prévention des risques. Autrement dit, cet accompagnement, il existe et il faut le solliciter. Il est financé par la mutualisation des cotisations des entreprises adhérentes. C'est ce qui fonde l'existence des services de prévention et de santé au travail, qui sont des organismes privés. Les entreprises disposent, grâce à leur adhésion de professionnels de la prévention, du suivi de santé et du maintien en emploi qu'elles ont intérêt à mobiliser. Notre rôle, ce n'est pas de faire à la place des entreprises, bien sûr. Notre rôle, c'est de les aider à construire une prévention adaptée à leur réalité. Et là, on revient du point de départ, c'est de partir du terrain.
Je terminerai simplement par une idée qui est fondamentale, notamment dans l'Aude, mais dans beaucoup de départements, parce que la France est constituée majoritairement de TPE-PME, c'est le moteur de notre économie, c'est qu'aucune entreprise n'est trop petite pour faire de la prévention. Et aucune entreprise n'est condamnée à rester seule face à cette question. Il y a des outils, il y a des méthodes, des compétences qui existent. Tout est à disposition, notamment en sollicitant les services de prévention et de santé au travail, mais on a vu pas que. L'important, c'est de faire le premier pas et surtout de faire vivre la démarche dans le temps, car en fait, derrière le document unique, il n'y a pas seulement une obligation réglementaire. Il y a des femmes, des hommes que nous souhaitons tous voir rentrer chez eux en bonne santé chaque soir pour être sûr, quand on est chef d'entreprise, de les revoir le lendemain matin au travail. Mais il y a aussi l'avenir de l'entreprise elle-même. Une entreprise qui préserve la santé de ses salariés préserve également ses compétences, les compétences qu'elle a su recruter, développer et souvent former pendant de nombreuses années. Elle protège son savoir-faire, sa capacité à produire, à transmettre et à se développer. Prévenir, au fond, c'est prendre soin de l'avenir des salariés et donc de l'avenir de l'entreprise. C'est aussi, bien entendu, on le sait tous, puisque là, on est réunis dans un webinaire, une responsabilité, et cette responsabilité, on la partage tous. Voilà. Et je vous remercie de votre attention et j'espère ne pas avoir été trop long. Pas du tout. Merci beaucoup, Philippe. Merci pour le cap qui est donné et concrètement comment mettre en œuvre. Alors, je retiens de toutes vos interventions donc le fait de s'appuyer de ressources qu'il y a autour de vous enfin, autour des entreprises. Donc, voilà, vous en avez tous cité l'OPPBTP, la CARSAT, les services de prévention et de santé au travail. Bien sûr, les services de l'inspection du travail. Voilà, donc autant d'acteurs qui peuvent, et puis bien sûr les organisations professionnelles aussi qui peuvent. Alors, je sais qu'il y a donc la CCI aussi qui est présente et qui est aussi un acteur ressource sur ces sujets-là. Donc, beaucoup d'acteurs pour aider l'entreprise qui n'est pas seule, qui a déjà, et c'est rassurant de dire ça, qui a déjà des choses, et c'est l'idée d'avoir une démarche qui s'appuie sur ce qui existe, qui consiste aussi d'abord à comprendre, c'est-à-dire analyser les risques en faisant participer les salariés pour ensuite agir et avoir des actions de prévention adéquates. On a dit aussi que c'était une démarche qui ne pouvait que s'appuyer sur sur le travail, sur les salariés et donc et leurs représentants lorsqu'ils existent. Donc voilà, tout ça nous donne beaucoup de repères pour pouvoir agir et justement faire infléchir les chiffres en matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles et notamment d'accidents du travail graves. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le fil de conversation, donc je pense que voilà, vos interventions ont été parfaitement claires. Alors, on va, avant de laisser le mot de la fin au président et au vice-président de l'Observatoire du dialogue social, peut-être vous dire que, en effet, vous allez recevoir le diaporama et le lien du replay qui sera également publié sur la page de l'Observatoire du dialogue social. On se permettra de vous poser la question, voilà, de savoir si vous êtes d'accord pour que l'ODDS puisse être destinataire de vos coordonnées mail afin de pouvoir vous informer des actions ultérieures. Donc ça, on a besoin pour des questions d'RGPD, donc de votre autorisation écrite. On vous posera la question quand on vous en renverra les supports. Et puis, vous avez aussi, alors, on vous a indiqué la page de l'ODDS de l'Aude, mais vous avez le site des ODDS de France sur lequel il y a énormément de ressources qui est également à votre disposition. Alors, je laisse la parole à Monsieur Mouton, Monsieur Gardiès, pour conclure ce webinaire, parce que nous n'avons pas de questions, donc voilà, on fait l'hypothèse
Tout a été clair. Et puis, bien évidemment, vous avez les coordonnées de l'ODDS, de l'Aude, donc en allant sur ce QR code. Et si vous avez des questions ultérieurement, vous n'hésiterez pas à les poser. Et nous n'hésiterons pas à vous répondre. Voilà, Donc, Monsieur Gadret. je vous remercie beaucoup pour votre participation et n'hésitez pas, effectivement, si vous avez des questions à les poser. Je trouve qu'effectivement, on a essayé de balayer, en tout cas, l'ensemble de ce qu'il convient de pouvoir regarder de près pour faire en sorte que l'évaluation des risques existe déjà et puis soit régulièrement mise à jour, puisque c'est quand même aussi quelque chose d'important, et notamment avec peut-être aussi un turnover qu'on peut constater dans certaines entreprises. Je n'ai pas dit dans toutes, mais en fait, dans certaines entreprises, il y a un turnover assez important. Et chaque fois qu'il y a une personne qui change, ça change l'organisation. Donc, effectivement, aussi, ça peut aussi influencer sur l'évaluation des risques. Et puis, moi qui ai eu la chance un petit peu d'aller travailler dans des endroits un petit peu différents dans le monde, notamment en Nouvelle-Zélande ou en Australie, on se rend compte que là-bas, la vision de la sécurité eh ben, n'était pas la même que la nôtre à l'époque. Je vous parle d'une bonne vingtaine d'années. Et donc, du coup, maintenant, on se rapproche assez de leur standard dans lequel, effectivement, eux, ils font un certain nombre de choses relativement intéressantes aussi, parce qu'ils appellent, par exemple, les start meetings. Ça se fait aussi dans des pays comme les Philippines ou des choses comme ça et dans lequel, bah, évidemment, avant de travailler, ils regardent s'ils ont tout le matériel, si tout le personnel est là, etc. etc. Et en même temps, les chantiers sont quand même extrêmement bien repérés par rapport à tout ce qui peut être dangereux de regarder, quoi, en fait. Voilà, en tout cas, ce que moi, je me réjouis effectivement de ce premier webinaire, et j'espère qu'il y en aura d'autres sur d'autres sujets. Voilà, merci à toutes et à tous, et je laisse la parole pour conclure à mon collègue. Alors, peut-être avant de la conclusion de Monsieur Mouton, une petite question sur l'évaluation, la prévention des risques dans le cadre du télétravail. Quelles sont les démarches et obligations de l'employeur? Qui veut prendre cette question? L'employeur, il continue de répondre à tout, mais je vois que le médecin veut intervenir, allez-y. Alors, Philippe Roland, Valérie Alès. Si le télétravail ouvre un nouvel environnement au travail. L'environnement du travail fait partie du poste de travail et donc il est à appréhender de la même manière que toutes les autres typologies d'environnement du poste de travail. Je vois Olivier Deblond qui acquiesce. Donc, un lieu de travail, et ça veut dire que ça fait partie des unités de travail à prévoir dans le cadre du document unique. Avec toute la difficulté qu'il y a du fait que ça se déroule quand même à domicile. Mm. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, Monsieur Mouton, à vous la parole pour conclure ce webinaire. Bien, bien. Merci en tout cas, merci à tout le monde. Merci à Catherine de nous avoir tenu la main pour la préparation de ce webinaire. Ça nous a donné une bonne bouffée d'oxygène en tout cas. Et puis d'avoir été aujourd'hui le, le- le maître du temps sur, sur tout ça. Alors, effectivement, voilà, c'est effectivement, comme le disait Jean-Louis, le premier webinaire, c'était une chouette expérience. Ça met un petit peu en valeur, effectivement, les travaux qu'on fait à l'ODDS. Voilà, comme il a été dit par plusieurs intervenants, effectivement, Monsieur Deblond parlait tout à l'heure de la typologie des entreprises de notre territoire, de l'Aude. Effectivement, on est sur des petites entreprises et ça nous touche beaucoup, nous, à l'U2P. Euh, les entreprises, effectivement, le constat est effectivement difficile. On a quand même un taux très élevé d'accidents du travail. De notre côté, on a toujours eu tendance à dire, voilà, on était des petites entreprises, on gère ça, voilà, de façon un bon père de famille. Le chef d'entreprise souvent travaille sur les chantiers. Bon, le constat est là. Il y a quand même beaucoup trop d'accidents qui se manifestent. Euh, Monsieur Roland parlait tout à l'heure, effectivement, il y a des accompagnements. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut à portée de main. Effectivement, vous l'avez aussi dit tout à l'heure, les organisations professionnelles dont nous faisons partie, on a aussi ça, on a aussi des choses à dire et à accompagner les entreprises. Les chambres consulaires, la CCI, comme la Chambre des métiers, sont aussi très présentes pour pouvoir accompagner les entreprises. Et Grégory Roux a mis le point a mis beaucoup en avant effectivement ce qu'il a mis en place lui dans son entreprise.
et qu'on a essayé de matérialiser, nous, par le trophée Calivi, en fait, c'est malgré tout de dire que ben, c'est faisable. Euh, Déjà, c'est faisable de travailler en toute sécurité. C'est faisable de, de, de montrer aussi, que ce soit nous, à nos apprentis ou au monde du travail, ben, que dans nos petites entreprises, eh ben, on peut aussi bien travailler, bien le faire, se sentir en complète sécurité et de dire, ben, au lieu d'aller chercher des emplois au bout du monde, on peut travailler ici sur le territoire sans souci. Donc, ben voilà, en termes de conclusion, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, ma foi, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des interrogations, si ça mûrit. Ben, je pense que toute l'équipe est là pour pouvoir vous répondre. Merci beaucoup, merci aux participants, merci à vous tous intervenants qui nous avez apporté voilà, des regards pluridisciplinaires, des regards complémentaires sur le sujet. Alors, ma collègue vous a mis aussi dans le fil de conversation un petit clin d'œil, un rendez-vous que nous vous donnons au niveau de la Direction régionale du travail, de l'ARACT et l'École de droit social de Montpellier. Deuxième journée régionale du dialogue social. La première édition avait eu lieu à Narbonne en 2024, là, nous serons sur les thèmes des transitions démographiques, des transitions numériques. Donc, ce sera le 13 novembre, en fin d'année, à Montpellier. Donc, vous avez les infos dans le fil de conversation ou sur le site de l'ARACT. Un grand merci à tous. À très bientôt pour une prochaine action de l'Observatoire du dialogue social de l'Aude. Au revoir.